Bordeaux champion de France, c'était presque joué d'avance, mais le Racing Club de Paris reprend espoir. Patronat, syndicat, la brouille est finie, ils vont reprendre les négociations sur l'emploi, mais ils pourraient bien choisir de se hâter lentement. Impasse à Bruxelles sur les prix agricoles à cause du blocage allemand, mais on est condamné à trouver une solution, dit en substance le français Henri Nallet. Voir, mais aussi être vu. Au menu de notre page Festival de Cannes, un film et les fêtes branchées dont on se dispute les cartons d'invitation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 36e journée du championnat de France de football, il en reste 2, mais pour Bordeaux, c'est déjà joué. Bordeaux est ce soir champion de France. En revanche, pour la descente en 2e division, c'est encore le suspense. Il faudra attendre les 2 dernières journées. Et ce soir, contre Tours, le Racing Club de Paris a repris espoir, Michel Drey. Nous allons gagner ce soir, disaient les joueurs du Racing Club de Paris en pénétrant sur la pelouse du Parc des Princes. Après 5 minutes de jeu, une domination des joueurs parisiens en maillot clair, bleu ciel, va permettre à Ekeke, après cette longue ouverture pour l'un des 3 attaquants, Bridier, Ekeke ou Citer, et après cette sortie hasardeuse du gardien tourangeau Desrousseaux, à Ekeke de marquer le premier but. Et puis à la 24e minute, encore une offensive des joueurs du président Lagardère, encore Ekeke bien placé, il trompe pour la 2e fois le gardien de Tours, Ekeke qui sera blessé quelques minutes plus tard est remplacé par Auckland. Dans les minutes qui suivent, ce sont les Tourangeaux qui se montrent dangereux, mais le gardien parisien Rousseau est admirable sur sa ligne. À la 32e minute de jeu, un centre en retrait de Polignac ici qui déborde pour Da Fonseca, bien servi par Primo, 2-1, un match remarquable malgré la pluie et le terrain légèrement glissant. Et puis à la 47e minute de jeu, c'est Bridier, après cette remise en jeu, cette remise en touche, qui va permettre au Racing de s'imposer encore plus nettement. Un centre qui va permettre à Bridier de tromper pour la 3e fois ce soir le gardien Desrousseaux, qui aura passé une inconfortable soirée. 3-1, une victoire logique des joueurs du Racing, et l'on a appris il y a quelques minutes que le capitaine du Football Club de Nantes, que l'on annonçait au Paris Saint-Germain, eh bien, a signé tout simplement au Racing Club de Paris. Mais oui, Bossis jouera donc peut-être en 2e division. Il faudra attendre les 2 dernières journées pour le savoir. Voici tous les résultats de cette soirée. 2 buts de Bordeaux face à Laval, Muller et Lacombe. 2 buts de Nantes contre Nancy, Ramos et Robert. Un gros score de Monaco face au Paris Saint-Germain, 4-1. Victoire d'Auxerre à Rouen. 3 victoires à l'extérieur, vous le voyez ce soir. Lille-Toulon n'ont plus départagé, tout comme Sochaux et Metz. Victoire de Lens qui s'est imposée à Marseille, 2-1. Ça va mal à l'Olympique de Marseille. Toulouse-Brest, 0-0. Strasbourg-Bastia, 1-1. Et le Racing donc qui a battu Tours, 3-1, ma chère Geneviève. Dites, Michel, une question bête. Bordeaux, ils ont gagné parce qu'ils sont les meilleurs? Ils sont les meilleurs, mais sur toute la saison. Et c'est un titre tout à fait logique, car ils sont champions pour la 2e année consécutive. Ils possèdent la meilleure attaque du championnat, 69 buts marqués depuis le début de la saison. Meilleure défense, 25 buts, et 3 défaites seulement concédées depuis le début de cette saison. En Coupe d'Europe, seul Nantes est assuré d'y participer. Pour la descente en 2e division et les barrages, il faudra attendre les 2 dernières journées. Le Racing qui reprend espoir, Tours, Rouen et Lille sont concernés. Les 2 dernières soirées de championnat seront dramatiques. Et c'est quand? Semaine prochaine. Parfait. Les cinéastes américains ont imaginé la tour infernale, mais ils n'ont pas pensé à la chose toute bête qui s'est passée hier à Philadelphie. Tout un quartier a brûlé parce que la police a employé des moyens sans doute un peu démesurés pour déloger les occupants d'une maison dont leurs voisins se plaignaient fort. Gérard Pinson. Nouvelle version du feu purificateur, version hard, puisque l'incendie provoqué par la police a non seulement ravagé le siège de la secte Move, mais aussi une 60aine de maisons voisines, dont tous les occupants avaient heureusement été éloignés. Ce brasier nocturne a conclu une journée entière de siège destinée à rendre justice aux riverains excédés, en expulsant cette secte Move, créée en 1972 et qui refuse toutes les lois, y compris celle de l'hygiène la plus élémentaire. Malgré les lances à eau et les gaz lacrymogènes, une quinzaine d'individus résistaient. N'hésitant pas à tirer, ils réclamaient la libération de 9 des leurs, emprisonnés depuis 1978 pour le meurtre d'un policier. À l'époque, dans un autre local de Move, la police avait pris le risque de donner l'assaut. La nuit dernière, la solution retenue a été plus radicale, une bombe larguée par hélicoptère. La violence de l'incendie a surpris les policiers. 3 membres de la secte seraient morts, tandis que les voisins sinistrés crient maintenant au scandale.
Patronat et syndicats à nouveau autour d'une table pour parler du chômage. Après 6 mois de brouille, ils ont décidé aujourd'hui de reprendre les négociations les 3 et 4 juin prochains. Point de départ des travaux, les CFR, congés, formation, reconversion proposés par le gouvernement. Claude Guénaud. Même visage, même lieu. La réunion d'aujourd'hui entre les 5 centrales syndicales et le patronat avait un goût de déjà-vu, comme en décembre dernier lorsque les partenaires se sont séparés sur un constat d'échec à propos de la flexibilité. Cette fois-ci, les objectifs ont été revus en baisse. Un seul point à l'ordre du jour, l'extension des congés conversion à tous les licenciés économiques. Cela se fait déjà dans la sidérurgie ou l'automobile. Si la négociation aboutit, ce qui n'est pas sûr, c'est le sort de tous les futurs licenciés économiques qui en dépendra. Au lieu d'être purement et simplement licenciés et dirigés sur la NPE, pendant un an, ils resteraient attachés à leur entreprise, seraient payés et recevraient une formation visant à les faire accéder à un autre emploi plus qualifié. Tout semble parfait, mais il y a des objections. Syndicats et patronat souhaitent que cette formation soit une vraie formation et qu'à la clé, il y ait un emploi. Autre objection qui vient du patronat, ces mesures représentent des contraintes nouvelles pour les entreprises. Il faudra donc que les syndicats lâchent quelque chose en échange et notamment plus de souplesse dans les procédures de licenciement, la grande revendication du CNPF, et c'est là que tout peut se bloquer. Ce que l'on peut dire aujourd'hui pour résumer cette séance de négociation, c'est qu'on y voit un petit peu plus clair, mais nous ne sommes pas encore sortis du brouillard. Estime que la balle est dans le camp du patronat, mais les négociations vont reprendre. Alors, Claude Guénaud, est-ce que ça veut dire que le patronat a changé un peu de position? C'est-à-dire que le patronat, jusqu'à maintenant, il est accusé de faire preuve de mauvaise volonté. Il cherche à gagner du temps, disait la CGC. Il attend l'après 86, des jours meilleurs, disait Edmond Maire. Mais depuis des mois, les syndicats demandaient la reprise des négociations qui ne venaient pas. La planche de salut est venue du gouvernement quand il a proposé son idée sur les congés conversion, l'étendre à tous les salariés. Il y avait là alors du grain à moudre pour les partenaires sociaux, mais le CNPF, lui, a continué à se faire tirer un peu l'oreille. Son dernier argument s'est échappé quand Laurent Fabius a proposé la prise en charge du surcoût entraîné par ces mesures par le gouvernement. Donc le CNPF s'est trouvé là un peu bloqué, il ne pouvait plus reculer, et donc il acceptait d'aller aux négociations. Mais il faut dire sur les congés conversion, le CNPF n'est pas vraiment demandeur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est toujours la chose qu'il réclame depuis longtemps, la flexibilité. C'est-à-dire plus de facilité pour licencier, limiter le rôle de l'inspecteur du travail. Mais sur ces points, les syndicats seront certainement inflexibles et ils n'ont pas l'intention de lâcher. Ce sera donc un peu du donnant-donnant dans ces négociations. Le CNPF, on peut s'attendre à ce qu'il fasse preuve de fermeté, parce qu'il est plutôt en position de force actuellement, étant donné la désyndicalisation, des affections pour les syndicats. Donc il peut continuer à faire traîner les choses, tout en montrant sa bonne volonté. Combien votre blé? Ce soir encore, les Européens ne sont pas en mesure de répondre à la question. À nouveau réunis depuis hier à Bruxelles, les 10 ministres de l'Agriculture sont toujours dans la même impasse, 9 contre 1, l'Allemagne fédérale refusant toujours une baisse des prix. Pierre-Yves Calizot a demandé au ministre français Henri Nallet ce qui se passerait si les Allemands persistaient dans leur refus. Écoutez sa réponse. À ce moment-là, je crois qu'on va entrer dans une nouvelle phase, parce que vous disiez tout à l'heure, 44 jours sans fixer les prix agricoles. Et moi, je trouve que ça commence aussi à être long. Long pour les agriculteurs, long aussi pour tous les opérateurs qui ont besoin de savoir quels seront les prix agricoles dans la nouvelle campagne. Il faut donc décider, il faut prendre une décision. Si nous ne pouvons pas arriver à décider à l'unanimité, il existe des règles de fonctionnement, de procédure dans le Conseil agricole qui doivent permettre de s'engager dans une procédure de vote. Je crois qu'il ne faut pas a priori la refuser. Si nous ne pouvons pas arriver à nous mettre d'accord à 10, il faudra bien décider. Oui, mais il peut y avoir un veto de l'Allemagne qui peut vous dire, mais attention, il en va de l'intérêt vital. Nous n'en sommes pas encore là. L'Allemagne a fait savoir qu'elle considérait que les points qui ne lui convenaient pas dans le paquet étaient en même temps pour elle des problèmes essentiels. On a dans le langage communautaire, on dit des intérêts importants. 6 heures d'entretien, Gromyko Schulz à Vienne cet après-midi. Ils ne s'étaient pas vus depuis le 8 janvier quand ils avaient décidé la reprise des négociations américano-soviétiques de Genève sur le désarmement. Rien n'a filtré pour le moment de leur entretien d'aujourd'hui, sinon que M. Schulz l'a trouvé utile, faisant état de certains progrès sur les questions bilatérales. La biotechnologie à l'ordre du jour du Conseil des ministres demain. Le ministre de la Recherche, Hubert Curien, fera le bilan des actions engagées dans ce secteur depuis 3 ans.
Il présentera aussi les choix à faire pour l'avenir. Mal connue des non-initiés, la biotechnologie est en effet une technique en plein développement. Si la France ne veut pas voir les marchés mondiaux lui passer sous le nez, elle doit s'organiser et coordonner les différents travaux menés sur le sujet. Daniel Durandet. Les vaccins contre la méningite ou la polio fabriqués dans ces énormes cuves à l'Institut Mérieux de Lyon, c'est un des exemples d'application industrielle des biotechnologies. Un mot savant signifiant plus simplement qu'on se sert de la cellule vivante comme outil de transformation ou comme véritable usine de production de micro-organismes. La biotechnologie amène déjà des changements importants dans la méthode classique de recherche et de fabrication de nos produits. C'est ainsi que nous avons progressivement, depuis quelques années, intégré à l'intérieur de nos laboratoires la biologie moléculaire, les anticorps monoclonaux, le génie génétique et les peptides, la biochimie des peptides. Une technique de pointe intéressant la production de médicaments, de vaccins, de substances chimiques nutritives et même, en matière agroalimentaire, de plantes entières à partir d'une simple cellule végétale. On comprend ainsi l'étendue du champ d'application des biotechnologies et l'importance de la communication faite en Conseil des ministres d'inciter une nouvelle fois les 4000 chercheurs, des labos publics ou de ceux appartenant à l'industrie privée, à se lancer à fond dans la bagarre. Un objectif, produire en France à l'horizon 90 10% des produits de la biotechnologie mondiale. Nous avons déjà beaucoup progressé, mais il y a encore des secteurs dans lesquels il faut faire beaucoup plus. Je crois qu'en particulier dans le secteur de l'agroalimentaire, c'est extrêmement important. La France reste un pays agricole important. Nous avons une très belle production agricole, il faut en tirer le meilleur profit. À l'image de la Banque internationale de souches et de gènes d'Heidelberg en Allemagne, l'idée de créer une agence française, voire européenne des biotechnologies, pourrait être à terme la solution pour faire face à la concurrence américaine et japonaise. Jean-Denis Bredin remettra lundi prochain au Premier ministre son rapport sur la création de télévisions privées en France. Un rapport raisonnable, a-t-il seulement dévoilé aujourd'hui, mais nous nous sommes efforcés de voir ce qui pourrait être raisonnablement fait en fonction des contraintes économiques ou techniques. Le dossier des futures télévisions est décidément sur tous les bureaux et le président de la République en a parlé aujourd'hui. Il a présenté devant le Collège de France des propositions d'actions nouvelles dans le domaine de l'enseignement et l'une d'elles est la mise en place d'une chaîne de télévision éducative et culturelle. Il serait d'utilité publique de prévoir l'occupation d'un de ces canaux par une telle chaîne, je le répète, éducative et culturelle. Étant donné l'ampleur de l'investissement financier et le grand rassemblement de compétences qu'implique un tel projet, cela suppose des entreprises capables de fournir des productions audiovisuelles susceptibles d'être diffusées. Après la télévision, le cinéma, le Festival de Cannes, c'est aussi la fête, les fêtes. Tout le problème étant naturellement de se faire inviter. Et c'est à qui sera le plus branché. Émilie Rafoul, qui est branchée, a réussi à se glisser dans l'une de ces fêtes. Ah, apparemment, la voilà débranchée, la fête. Bon, alors nous en venons tout de suite au plat de résistance, privé que nous sommes d'apéritif. Les films du jour. Il y avait d'abord Rendez-vous d'André Téchiné, l'espoir de la France pour le palmarès. Nous vous l'avons présenté hier soir, mais les écrans fonctionnent à plein régime et Henri Chapier a fait un autre choix aujourd'hui. L'événement ce soir, c'est plutôt le film d'Hector Babenco. Un film choc, je dirais. Un film choc parce qu'il nous vient du Brésil, sur un thème qui n'est pas tout à fait facile d'aborder dans ce pays. Vous allez d'ailleurs en voir les images. L'extrait explique tout à fait le propos de ce film. Oh. Then go ahead and have some. It's a long time to lunch. Can't afford to get spoiled. Do you really think that eating this avocado will make you spoiled and weak? Enjoy what life offers you. What life offers me is the struggle. When you're dedicated to that, pleasure becomes secondary. Does your girlfriend think the same thing? How do you know I have a girl? It's the normal thing. Does she avoid pleasure too? She knows what really counts.
that the most important thing is serving a cause that is noble. What kind of a cause is that? One that doesn't let you eat an avocado? Molly, now you would never understand. Well, I understand one thing. I offer you half of my precious avocado and you throw it back in my face. Don't act like that. You sound just like a... Like a what? Say it. Say it. Like a woman, you mean. What's wrong with being like a woman? Why do only women get to be sensitive? Why not a man? A dog? Or a faggot? If more men acted like women, there wouldn't be so much violence like that. L'ovation du public parle pour votre film, Hector Babenco. Tout le monde était ému. Mais alors, beaucoup de gens ont demandé pourquoi ce film-là est-il en anglais? Il est brésilien, Babenco, pourquoi? Bien sûr, le film c'est brésilien, comme les romans sur lesquels j'ai fait l'adaptation, c'est argentin. Même aussi, comme je suis né à l'Argentine, il s'est passé que quand j'ai ouvert mon film avant Pichotte en Amérique, j'ai recueilli beaucoup de répercussions, j'ai écrit le scénario de Les baisers de la femme araignée, et j'ai montré les films à Raoul Julia, Will Herr, qui sont des acteurs américains très connus du théâtre. Ils ont aimé le projet, on a cherché de l'argent pour les jouer. Pour et les vous l'avez produire. trouvé aux États-Unis. Exactement, et voilà. on l'a fait en anglais pour qu'on croit que c'est en langue internationale. Quelle est la réaction du public brésilien? Le Brésil, c'est un gros marché pour le cinéma. Est-ce que vous pensez que les mœurs au Brésil sont en retard? Est-ce que c'est courageux, ça, au Brésil, ou pas? Bon, je crois que c'est un film très important pour la cinématographie brésilienne. Toujours, le public au Brésil, il aime vraiment les films brésiliens. C'est un film qui n'a pas été visionné au Brésil, il doit sortir après la France. Alors on peut dire même aussi que la France il sera le premier pays dans le monde pour voir les films qui ouvrent le 5 juin à Paris. Alors il y a deux possibilités dans les réactions, soit le prix de l'Office catholique, soit une censure au Brésil ou dans les pays très catholiques. Que pensez-vous? Je te peux dire que pour moi, la grande victoire, c'est ici à montrer mon film à Cannes, qui c'est le rêve de tout metteur en scène du monde entier. Merci Hector Babenco et j'espère que vous emporterez quand même une distinction. Merci à toi. Bon, alors nous n'avons pas eu la fête en apéritif, mais nous l'avons en dessert. Nous allons à la fête à Cannes avec Émilie Rafoul. Pour faire une fête branchée, prenez un décor de rêve, une maison luxueuse par exemple, choisissez-la en dehors de Cannes et invitez quelques amis triés sur le volet. N'hésitez pas à mettre le paquet, buffet, maître d'hôtel et piscine évidemment. Mélangez le tout, pensez à la musique et soyez tranquille, on se précipitera avec classe, il va de soi, pour participer aux agapes. Si vous rencontrez quelques vedettes, et vous les rencontrerez sûrement, soyez discret, bien élevé, remarquez-les, mais avec tact. Après tout, vous faites partie du même monde. Vous êtes invité, comportez-vous avec décontraction, sans désinvolture. Vous vous défoulerez plus tard dans la soirée, là, tout sera permis. Mieux, les excentricités ne seront pas malvenues dans le décor. Et puis, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups? Profitez-en pour prendre des contacts. Ça sert toujours dans la carrière. Assistant réalisateur. Et voilà, bonne chance. Si Philippe Poupon ne passe pas la ligne demain à 13h et quelques poussières, s'en sera fait de sa tentative de battre le record de traversée de l'Atlantique. Il ne faut pas se cacher que pour ce soir que l'espoir est faible, comme le vent d'ailleurs, qui a oublié de souffler ces derniers jours dans les voiles du catamaran que l'on voit ici. Mais il paraît qu'il s'est remis à souffler un peu. Cependant, il faudrait vraiment qu'il se déchaîne pour que Poupon arrive dans les temps. Souhaitons-lui bon vent. Tennis, 2 Français ont passé le premier tour des internationaux d'Italie. Noah, qui a éliminé le Roumain Segarceanu, et Tulan, qui a éliminé l'Américain Gerulaitis, tête de série numéro 8 tout de même. Le dollar, lui, a continué de s'affaiblir aujourd'hui. La bourse de Paris, elle a continué de s'embellir. Henri Loret. Encore une journée un peu folle pour le dollar aujourd'hui. Après avoir coté 9 francs 33 à Paris, il a d'abord remonté à New York à la suite de statistiques favorables aux ventes de détail américaines.
Et puis il est brusquement chuté à Chicago, la baisse des taux influence le dollar, c'est maintenant une évidence. Le printemps a beau être pourri, le ciel reste étonnamment serein à la Bourse de Paris où l'abondance de liquidités peut expliquer ce microclimat. Les valeurs françaises ont encore gagné 0,5% aujourd'hui. A l'inverse, le marché n'est pas euphorique à New York, mais dans un contexte qui n'est pas véritablement dopant, les valeurs industrielles résistent plutôt bien, encore que le Dow Jones soit en baisse ce soir. Au chapitre économique, puisque nous y sommes, 2 mesures ont été prises aujourd'hui. D'une part, la baisse des taux de base bancaire, d'autre part, une réforme des mécanismes de financement des prêts à la construction. Ces 2 mesures conjuguées devraient apporter un peu d'oxygène à un secteur qui en avait besoin, celui du logement neuf. Marie-Claire Thiers. Alléger les coûts de financement des prêts devrait, selon le ministère de l'économie, faire baisser d'1 à 2 points les taux des prêts à la construction de logements non aidés. Et cela d'ici la fin de l'année. Des mesures qui s'ajoutent à celles déjà prises par le ministère du Logement, à savoir, premièrement, la possibilité d'utiliser les prêts d'épargne logement pour financer l'acquisition d'une résidence secondaire. Deuxièmement, les réductions d'impôts relatives aux intérêts des emprunts contractés pour acquérir une résidence principale qui ont été portées à 15 000 francs plus 2 000 francs par personne à charge. Ces mesures seront-elles suffisantes pour enrayer la crise du bâtiment qui a accusé une baisse de 4% de son chiffre d'affaires en 1984 avec 73 000 emplois supprimés et moins de 300 000 mis en chantier de logement, soit le plus bas niveau depuis 1955. La relance de l'économie par le bâtiment, c'est la moins dangereuse puisque c'est un secteur peu inflationniste qui ne se traduit pas par une forte hausse des importations. Effectivement, la plupart des matériels et matériaux sont de provenance française et, argument important, c'est un secteur qui crée des emplois. Les grands immeubles à colonnes que vous avez aperçus dans ce reportage sont signés Ricardo Bofill et c'est à Montparnasse. Le temps demain, la météo ne promet pas, comme hier, un soleil que d'ailleurs nous n'avons pas vu. Elle nous annonce de la pluie sous forme de vagues sur la moitié sud, de bruines sur la Bretagne et le nord et d'averses ailleurs, bref, tout un assortiment qui se renouvellera demain soir avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation venue de l'Atlantique. Les températures ne seront pas tout à fait de saison, comme on peut s'en douter. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22 h. Tout de suite après ce journal, FR3 parlera encore cinéma avec le portrait d'une productrice. Avant de vous laisser faire connaissance donc avec Mac Baudard, je vous rappelle les principales informations de la journée. À demain, bonsoir. Bordeaux, champion de France, était joué d'avance 2-0 contre Laval, mais le Racing Club de Paris a repris espoir contre Tours. Patronat syndical, la brouille est finie, ils vont reprendre les négociations sur l'emploi, mais ils pourraient bien choisir de se hâter lentement. Impasse à Bruxelles sur les prix agricoles à cause du blocage allemand, mais on est condamné à trouver une solution, dit le Français Henri Nallet.